Eh bien, bonsoir Jack, merci pour ton accueil. C'est vraiment un plaisir pour moi de te revoir, hein, puisqu'on a eu déjà l'occasion de manger ensemble. Et je pense que tu as mis un doigt sur un petit défaut dans ma vie, donc ça m'a bien servi, puisque je l'avais même mis en application l'après-midi même, puisque justement tu disais que c'est important de pouvoir passer à l'action. Et du coup, voilà, je voulais un peu savoir si pour toi c'était la clé de pouvoir passer à l'action. Vas-y, réponds, de toute façon, on peut faire du Non, montage derrière. je vais pas répondre, mais je vais mettre sur avion, ça sera mieux. Oui. On sera beaucoup plus tranquille. Mm. Voilà. Avion, on est tranquille. Parfait. Oui, donc je voulais te demander si le fait de passer à l'action est une étape clé dans la réussite pour toi. J'ai une autre question. Je t'écoute. Je vais répondre à une question par une question. Est-ce que tu as conscience d'exister? Oui. Est-ce que tu as conscience d'exister dans l'infini, dans l'univers, et que tu t'appelles Luc et que tu es une personne différente du singe d'à côté ou de l'oiseau qui passe dans le ciel? Oui, je pense, oui. Voilà. Nous observons que tous les êtres humains, sans aucune exception, quelle que soit sa condition sociale, son niveau d'éducation, le pays dans lequel il vit, sa tradition, sa culture régionale ou religieuse ou politique, a conscience d'être. Sauf que cette conscience d'être a un pouvoir extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. La conscience d'être, si je suis, je pense donc je suis, disait Descartes, ça me donne la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions. Sauf que la plupart des êtres humains ne comprennent pas très bien comment fonctionne cette conscience d'être. Cette conscience d'être, c'est quelque chose que nous avons au fond de nous-mêmes, mais qui n'est pas notre cerveau. Parce qu'un cerveau, on le trouve dans tout ce qui vit sur Terre. Il y a même des cerveaux végétaux, nous disent certains savants. On fait des expériences en amenant une flamme près d'un végétal et puis avec des électrodes, ils arrivent à voir des réactions sur les végétaux. Un singe a un cerveau. Il y a même certains animaux sur Terre qui ont des cerveaux beaucoup plus complexes que le cerveau humain. On pense toujours que le cerveau humain est le cerveau le plus développé de la planète. C'est faux, parce que certains ont des cerveaux plus gros, mais avec un nombre de synapses beaucoup plus important que ceux des êtres humains. Les dauphins, les baleines, les éléphants, dans une moindre mesure, mais très très proche, les chimpanzés, les gorilles, ont des cerveaux très similaires au cerveau humain. Donc le cerveau n'est pas le siège de la conscience d'être. C'est mon expérience de vie. Je sais que je choque beaucoup de gens ou de personnes potentielles en disant ça, mais tous mes questionnements et je dirais les expériences, les tests que j'ai pu faire dans ma vie me démontrent qu'il y a quelque chose de supérieur au cerveau dans l'être humain qui nous donne cette conscience d'être. Okay. Tout le reste, ce ne sont que des habits de cette conscience. Alors par exemple, un de ces habits, c'est un corps physique qui permet de se déplacer. Sauf que si je reste assis sur une chaise à méditer pendant 15 ans sur cette chaise, je n'utilise pas mon corps physique. Donc j'ai un outil qui est un habit de ma conscience, constitué de jambes, de viscères, de différents organes, dont le cerveau,
Et j'ai cette conscience d'être qui ne me sert à rien si je ne l'utilise pas. D'une certaine manière, on va dire que le sculpteur, le peintre, le chanteur, le sportif utilisent ce premier habit de la conscience d'être. Mais il y a d'autres habits supérieurs aux organes et au corps physique, parce que ça nous donne une possibilité d'extension de notre conscience supérieure et au-delà de notre corps physique. Par exemple, nous avons la vue. Par exemple, nous avons la pensée. La pensée qui est une accumulation de mémoire dans le cerveau que nous ne savons pas toujours connecter avec notre conscience d'être. Mais c'est un habit de notre conscience. Et puis il y a la parole. Mais la parole, c'est une action aussi. Oui, tout à fait. Si tu ne me poses pas ta question, et si je ne réponds pas à ta question, il ne se passe pas grand-chose. il ne se passe pas grand-chose. Bon, on peut se regarder dans le blanc des yeux, on peut écouter les bruits de fond, on peut écouter le bruit des voitures qui passent devant l'hôtel, mais ça ne fait pas avancer les choses. Donc, à l'évidence, la parole est un habit de notre conscience supérieur au corps physique et à la pensée. Or, la plupart des gens pensent que la pensée, c'est une finalité. Et on peut penser pendant des milliers d'années sans arriver à rien. J'ai même un de mes amis qui me disait étonnamment, mais enfin, tu ne peux pas dire ça. Et comment ça, je ne peux pas dire ça? Je dis, voilà, regarde, tu as par exemple des grands sages en Inde, dans l'Himalaya, ils sont dans des grottes, et puis là, ils se mettent en position de méditation, et ils méditent pendant 10 ans. Ils mangent presque rien. Ils se nourrissent de l'air du temps. Voilà, des grands sages. Allez, d'accord. Mais ils n'ont pas expérimenté leur corps physique. Ils n'ont pas parlé à grand monde. Ils ont simplement pensé. Ça me fait penser à une histoire. Un jour, il y a comme ça un grand sage qui pense, médite, pense, médite, ressent, se pose des questions seul, avec lui-même, et il se fait lui-même les demandes et les réponses pendant des années, peut-être des décennies. Et un jour, il descend de la montagne, il va jusqu'à Bénarès. Pourquoi? Parce que tout à coup, il a eu l'illumination suprême. Il connaît maintenant la vérité éternelle révélée. Et il se dit, mais il faut que j'aille enseigner ça à tous mes semblables. Donc il descend à Bénarès, sauf là, ça lui change un petit peu de sa grotte. Il y a la foule, il y a des enfants qui jouent, etc. Et au moment où il commence à avoir quelques curieux autour de lui, peut-être même 2-3 personnes qui ont presque envie de devenir ses disciples, il y a des enfants qui jouent, qui passent devant lui et qui le bousculent. Ah! Il en a très plein. Tu peux pas faire attention, demandez pardon. Allez, va-t'en. Alors moi, je pose la question. Le fait pendant 20 ans d'avoir médité et trouvé la sagesse suprême et la vérité éternelle révélée, si ça ne lui a pas appris à utiliser cet outil, ce vêtement de sa conscience d'être qui est le corps physique et sa main notamment, et la maîtrise de sa pensée, et qu'il est capable de gifler un gosse qu'il a simplement, même inconsciemment effleuré, à quoi les 20 ans de pensée lui ont servi? Pas grand-chose. À rien. Donc nous sommes des êtres faits pour agir avec notre corps, écouter, voir, penser, mais ça ne suffit pas. Il faut parler, poser des questions, écouter les réponses qu'on nous donne, et surtout après, mettre à l'épreuve ce que l'on a appris ou les réponses qu'on nous donne. Et mettre à l'épreuve, ça veut dire tester, avoir des expériences de vie, en tirer les leçons. Et ça, c'est encore supérieur à la parole. C'est-à-dire que quand on met en action avec sa parole par des questionnements oraux, des paroles que l'on échange comme on échange tous les deux, et que tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, notre conscience d'être nous dit, ben oui, c'est pas mal ce que vient de dire Luc.
je vais tester. Ben, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Le problème, c'est que les gens pensent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attention, avant d'agir, je dois penser. C'est le contraire. Avant de penser, je dois agir. C'est après que je dois penser pour tirer les leçons. Et c'est ça que j'ai appris avec toi la première fois où je t'ai rencontré. Que si on passe trop de temps à penser avant d'agir, le risque c'est qu'on n'agisse pas et qu'il ne se passe rien. Alors que si on agit, on grandit avec l'expérience qu'on en a tiré qu'on a tiré de notre action, et du coup là-dessus on va pouvoir penser et construire la suite. Luc, ce que tu viens de dire est géant, mais ça a une portée extraordinaire. La plupart des gens n'agissent pas parce qu'ils pensent, et ils ne pensent même pas efficacement. Ils pensent qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour moi? Est-ce que si je fais ça et si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce que je risque pas de tout perdre? Donc, ils se projettent dans le futur une grosse partie de leur temps, sans agir, mais d'une manière tellement négative qu'ils sont complètement paralysés par leur peur. Donc, on n'agit pas par peur à cause de la pensée. Ou bien alors on pense au passé, et on focalise notre passé dans le présent. On ramène notre passé dans le présent. Mais le passé, il est passé. Donc, il faut se libérer un peu du passé. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience à un moment donné qu'elle va se renouveler. Mais elle se renouvellera si on n'agit pas pour se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience du passé. Et que l'on ne fait que simplement dans l'émotion se dire ça a été douloureux. Ben, une douleur peut être extraordinaire. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que ça introduit bien l'autre question que je voulais te poser sur est-ce que pour réussir dans la vie, pour avoir du succès, pour être quelque part content de soi, il est important, et je connais la réponse et je la crains même, est-ce qu'il est important de sortir de sa zone de confort? Et en fait, tu es déjà en train un peu de répondre à la question en disant que justement la douleur peut être un élan, et c'est parce qu'on est trop en train de réfléchir et pas assez en train d'agir qu'on a cette notion de zone de confort. Mais si on agissait et qu'on réfléchissait après, peut-être que ça changerait les choses. De mon expérience de vie, je vais dire une simple petite phrase. L'univers nous encourage toujours à l'action. Jamais, jamais, jamais à penser. On peut penser pendant 10 000 ans, l'univers ne nous donnera jamais aucune récompense, aucun encouragement, aucune simulation. Mais nous agissons, et quoi qu'il se passe, nous pouvons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Le problème, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose, on va dire techniquement, en apparence négatif, les gens se disent « Oh là, plus jamais ça !» Ils ne se posent même pas la question « À quoi ça va me servir ?» Plus jamais ça. Et ça va même plus loin. Non seulement ils disent plus jamais ça, mais ils se disent, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant, mettre en place dans ma vie pour me protéger de ce genre de choses? Autrement dit, ils sont en train de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour me couper les jambes, me couper les bras, etc. Ça me fait penser à ces gens qui viennent me voir en me disant, Jack, écoute, tu as l'air d'être un peu malin ou d'avoir de bonnes idées, explique-moi comment je peux faire pour ne plus avoir de problème. Tu veux plus de problème? C'est très simple. La solution radicale, tu te mets une balle dans la tête, ou tu t'empoisonnes, ou tu te pends, et je t'assure, après, tu n'as plus de problème ici, sur cette planète. C'est vrai. Les chefs d'entreprise viennent me voir, bon, on a tellement de problèmes dans l'entreprise, comment on peut faire pour éliminer les problèmes? Déposer le bilan. Fermez l'entreprise, vous n'aurez plus de problème avec cette entreprise. La vie, ce sont des problèmes. Il y a des gens qui ont pensé que nous avons des problèmes parce que nous avons des désirs. Donc, si on supprime les désirs, on n'a plus de problème. Détachons-nous des désirs, on médite, et c'est une voie, la voie du détachement des désirs, parce que les désirs, c'est la souffrance. C'est une vraie, fausse
bonne solution ou une vraie bonne fausse solution, quel que soit le sens dans lequel on le prend. Pourquoi? Le problème n'est pas le désir en soi, c'est d'identifier quels sont les désirs qui nous donnent de bons résultats et les désirs qui donnent de mauvais résultats. Le conditionnement humain est tel que la plupart des gens disent « ça c'est bien, ça c'est mal. Je dois éviter le mal parce que c'est péché et si je fais du mal, je vais avoir pour l'éternité des petits diables qui vont me piquer les fesses et je vais brûler. Brûler, ça fait mal. J'ai déjà essayé, parfois je prends une casserole chaude, ça me brûle, ça fait mal. C'est stupide. C'est une approche limitée par, je dirais, l'imbécilité humaine. D'ailleurs, une cuisinière, si la casserole elle brûle, elle n'arrête pas de faire la cuisine, elle va trouver une solution pour prendre la casserole sans brûler les mains. Géant, génial, bravo, très très belle image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dire c'est bien ou c'est mal, on pourrait se poser la question, ça donne de bons résultats ou ça donne de moins bons résultats. Et là, quoi qu'il se passe dans notre vie, c'est une autre manière de voir les choses. Quand il m'arrive quelque chose qui en apparence donne une souffrance, au lieu de rejeter la souffrance, au lieu de dire comment je peux foncer dans le problème pour casser les obstacles, pour passer au-dessus, pour arriver quand même à mon but, ça n'a rien à voir. Arrêtons-nous 30 secondes et dire, voilà, il vient de se passer ça. Finalement, c'était bon ou pas bon? J'ai eu un peu de souffrance, ok, mais je suis quand même arrivé au 40e kilomètre, et là je souffrais beaucoup, mais j'ai traversé ça, et finalement je l'ai fini mon marathon. Et c'était géant. Donc la souffrance a été bonne à un moment donné. Et tous les coureurs de fond diront ça, c'est qu'à un moment donné, il y a montée de la souffrance, puis un plateau, et ensuite c'est comme s'ils étaient au nirvana, d'après ce qu'ils expliquent. Ben, c'est la même chose avec la vie. J'agis, et l'univers encourage l'action. Pourquoi? Parce que, quels que soient les résultats, je peux toujours me poser la question, est-ce que ça a donné de bons ou mauvais résultats? Ok, apparemment ça a donné de mauvais résultats. Mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette souffrance? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est passé? Et c'est magique. Parce que quand je pose la bonne question, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est passé? Ben, j'ai les fesses bien dans le problème. Et au lieu de vouloir éliminer le problème, je me pose la question à moi-même. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Donc j'ai le pouvoir sur ce qui s'est passé. Au lieu de dire c'est de la faute de ma grand-mère, de la crise, du président de la République, ou je ne sais trop quoi, ou de mon manque d'éducation, ou j'ai pas eu de chance, le premier chef de service que j'ai eu dans la boîte, il m'a mis de côté, ça fait 30 ans que je suis là et je vais être à la retraite sans rien. C'est des histoires qu'on se raconte. On est d'accord. Donc la bonne question c'est, quoi qu'il nous arrive, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est passé? Et si vous n'arrivez pas à formuler la question dans la tête, c'est 1000 fois mieux d'ouvrir la bouche. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui vient de se passer? Et quand vous trouvez la réponse, mais vous faites un bond en avant extraordinaire dans la vie. Extraordinaire. Donc, l'univers encourage l'action, pas la pensée. Quand vous avez une conscience d'être, posez-vous la question toujours, qu'est-ce que j'ai... Quelle est la prochaine question que vous pouvez me poser? Quelles sont les réponses que je dois trouver? Le sens de la vie. Ce n'est pas la dernière voiture à la mode ou une maison super formidable. Ne vous inquiétez pas, quand vous aurez mis en place les bons outils dans votre vie, ce n'est pas une maison que vous aurez, mais 10, 100, 1000. Vous voulez une voiture, vous allez chez le concessionnaire, combien ça coûte? 120, 150 000, 300 000? Et vous faites le virement et vous avez la voiture. Et vous ne vous posez pas la question. Je sais comment ça fonctionne. Mais vous n'arriverez jamais à ce niveau-là si vous cessez de vous poser des questions sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et ne vous donnez aucune excuse. Vous êtes 100% responsable. Si la Terre entière est responsable des malheurs qui vous arrivent, vous n'avez aucun pouvoir, vous ne pouvez rien changer, puisque c'est la Terre entière qui est responsable, pas vous. Mais si vous vivez quelque chose et que vous vous dites, bon, je suis responsable, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est passé? Et, oh, wow, j'ai payé aussi cher.
génial. Moi, une fois, j'ai perdu 200 millions d'euros en une journée. Ça a été une des plus belles leçons de ma vie. Et je me suis dit, waouh, maintenant, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, dans mon comportement? Les changements, la leçon était tellement profitable qu'en l'espace de, allez, moins de 2 ans, tout était récupéré, mais bien, bien, bien au-delà. Et pendant que tu parlais, ça me faisait penser à l'expression l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est de l'action, c'est pas de la réflexion. Et si on veut notre instinct de survie, enfin si on veut que la survie ça soit synonyme de réussite et qu'on veut parler d'instinct de réussite, là aussi ça va être dans l'action et pas dans la Alors, réflexion. tu as raison, et c'est logique ce que tu dis, c'est raisonnable avec juste un bémol. Il ne faut pas confondre survie et vivre. Oui, ouais, La plupart des êtres humains ne font que survivre. c'est vrai. Ils se lèvent, parce qu'ils n'ont plus envie de dormir, ils vont aux toilettes, ils mangent un petit peu, ils se disent, bon, il faut encore aller au boulot pour gagner juste à peine de quoi survivre. Ils font des boulots qu'ils n'ont pas choisis, ils rentrent à la maison, ils se disputent avec la femme qu'ils ont adorée des années plus tôt et qu'ils aimeraient bien quitter maintenant, en espérant que la prochaine sera meilleure, ce qui n'est jamais le cas. D'accord. Et ils passent leur temps maintenant à attendre quoi, avec 2 semaines de vacances l'hiver, peut-être autant l'été. Aller le dimanche chez papy, mamie pour partager un repas avec les frères et sœurs ou autres. Voir leurs enfants grandir en espérant que les enfants feront mieux qu'eux, et ce n'est pas toujours le cas. Et bien souvent, les enfants jugent les parents, et c'est aussi un échec. Donc ils attendent la retraite, et quand ils ont la retraite, ils ne savent pas quoi faire, ils attendent la mort. C'est ça la vie. Ça s'appelle survivre, comme un animal. Mais notre conscience d'être doit nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup Jack, c'était un plaisir de passer ce temps avec toi. Et il y a des belles leçons à tirer là, plus que ce que j'en attendais de cette interview. Donc regardez-la en boucle et mettez en action ce que vous apprenez, surtout, très important. La personne la plus importante aujourd'hui, c'est pas moi, c'est cet homme. Il a été dans l'action, il a fait l'interview, mais il va plus loin. Il vous passe le relais, il vous passe comme dans une course de 4 fois 100 mètres. Et prenez le relais ou laissez-le tomber, mais c'est votre choix. Et il va se passer quelque chose. Posez-vous la question, si je laisse tomber, pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Je survis, je vis. C'est toute la vie. La vie, et c'est essentiellement apprendre, nous connecter à ce moi profond, à cette conscience d'être, et aimer. Le reste, c'est de l'illusion. Merci beaucoup Jack et bonne continuation à toi. Merci Luc.